Salutations tête de naze et bienvenue dans les lectures du chef, l'émission qui passe en revue les dernières sorties manga et puis mes lectures de manière générale. Bon, aujourd'hui ça va être surtout de la sortie manga, depuis un moment, mais dans les prochaines ça sera aussi de la lecture. Tu verras, ouais. Et comme d'habitude on va parler de 3 mangas et on commence tout de suite avec Tokyo Ghoul Heureux de Sui Ishida, qui est donc la suite directe du manga Tokyo Ghoul, dont on a déjà parlé sur la chaîne et donc on reparlera sûrement. Là on en reparle d'ailleurs. Ouais. Elles se fondent dans la foule pour mieux se nourrir de chair humaine. Elles ressemblent aux hommes et leur existence est bien différente. Elles sont appelées des ghouls. Le CCG, une organisation gouvernementale chargée d'étudier et de combattre les ghouls, met sur pied un nouveau groupe pour répondre aux exigences de sa mission. Cette unité est exclusivement composée de sujets expérimentaux. Leur nom, les Quinques ou Quinkes ou Kinkes, j'en sais rien, je m'en branle. Ce groupe atypique a pour mentor un jeune inspecteur de première classe, Aize Sasaki. Ensemble, ils seront vite tapés par l'immense métropole de Tokyo dont les méandres cachent parfois des visages familiers. Ah oui, il y a le tome 2 qui vient de sortir, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que ça faisait un petit moment que c'était sorti, mais j'avais oublié d'en parler. Alors, que dire? J'ai envie de dire, c'est la suite directe de Tokyo Ghoul, sauf qu'on part dans une autre direction. Je sais pas combien de temps ça se passe après exactement, je sais plus. Mais voilà, maintenant, au lieu de suivre les ghouls, comme on suivait les ghouls dans Tokyo Ghoul, maintenant on suit le CCG, c'est-à-dire, comme je te l'expliquais dans le résumé, l'organisme gouvernemental chargé de chasser les ghouls. Et cette transition se fait toujours par le biais du personnage principal qui est Ken Kaneki. Alors, j'ai un espèce de suspense au début du truc, parce qu'à la fin de Tokyo Ghoul, bon, je vais spoiler des gens, mais tant pis, à la fin de Tokyo Ghoul, on se dit putain, Ken Kaneki il est décédé. Et en fait, tu regardes le premier tome de Tokyo Ghoul Heureux, tu vois sa gueule sur le truc. Donc tu le reconnais, tu sais que c'est lui. Alors pourquoi au début du manga il y a une espèce de petit suspense, genre savoir si c'est lui ou c'est pas lui, alors qu'on voit que c'est lui. C'est quoi le délire? Puis au final ça nous dit en fait que bah oui c'est lui en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc petit faux suspense un peu inutile je trouve, mais qui n'est pas sans intérêt, parce que encore une fois Tokyo Ghoul ça a toujours été une histoire un peu de quête d'identité, de savoir où on est, où je me situe, et Ken Kaneki depuis le début est, comme je le dis, en quête d'identité, donc du coup là il a été chez les ghouls, donc maintenant et là il va chez les flics voir un peu comment ça se passe, même s'il n'est pas vraiment conscient de ça, mais c'est ça qui se passe. D'ailleurs ils l'ont carrément formaté, ils croient qu'il s'appelle autrement, ils l'ont fait genre ouais en fait t'es amnésique, tu sais pas d'où tu viens, alors qu'eux ils savent très bien d'où il vient, et voilà. C'est aussi pour ça que du coup, rétrospectivement, c'est intéressant la direction qu'ils ont prise dans l'animé dans la seconde saison, avec Tokyo Ghoul Route A, qui prend encore une autre direction. Donc ça fait un peu un truc à choix multiple, donc tu vois dans le manga, tu vois la suite s'il est resté avec les gentils ghouls, après tu vois la suite dans l'animé s'il était parti avec les méchants ghouls, et maintenant tu vois ce qui se passe quand il part avec les chasseurs de ghouls. Donc ouais, c'est intéressant quelque part comme démarche. Enfin, je comprends un peu plus le délire. Est-ce que c'est forcément bien exécuté à chaque fois? Je sais pas. Bon, et pour ce début de Tokyo Ghoul Heureux, c'est pas mal du tout, ça devient plus une série policière qu'une série fantastique avec des ghouls comme la première série. Mais c'est quand même sympathique, il y a beaucoup de nouveaux personnages qui sont tous beaucoup développés, ils ont tous un peu leur petit moment où tu t'apprends un peu plus sur eux, ils ont tous leur but, leur objectif, leurs problématiques propres. Bon, c'est une qualité, mais ça peut aussi devenir un peu un petit défaut. Parce qu'à force de mettre tellement de personnages, c'est déjà un truc que je reprocherais à la première série, il y a tellement de personnages et ils ont tellement tous quelque chose à raconter, qu'au final tu sais plus très bien qui suivre, ça devient un peu une espèce de récit choral. Alors récit choral c'est quand t'as pas de personnage principal, t'en as de principaux plutôt, t'en as plusieurs, donc tu suis un peu tout le monde et au final tu suis un petit peu personne. Même si tu sais qu'en toile de fond c'est Ken Kaneki, mais là il est un petit peu en retrait, bon c'est pas forcément un mal, mais du coup on a des volumes qui sont assez bavards, beaucoup plus que la première série. Je trouve, et que des fois, c'est pas que c'est chiant, mais c'est un peu trop. Tu fais une pause, voilà, j'ai lu les tomes. D'habitude, je lis les tomes en une fois. Là, je me suis pris 2-3 fois pour les lire parce qu'il y a trop de blabla, je trouve. Mais c'est toujours intéressant, mais ça fait beaucoup à lire quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Bon, sinon, ça reste du bon, comme je le disais, ça reste un récit psychologique avant tout, tout à fait sympathique, tout à fait cool. Et en plus, là, avec cette nouvelle série, on en apprend un peu plus à la fois sur l'univers des ghouls et sur l'univers des humains, du coup, qui chassent les ghouls. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, je vais essayer de suivre cette série. Et bon, si tu t'as pas encore lu, je te la conseille. Et sinon, si t'en as rien à foutre, t'en as rien à foutre et c'est pas grave. Voilà. Ouais. Ensuite, nous avons Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka de Shioshi Tanazono aux éditions Akata.
Ouais. Le jeune Masatomo aurait pu avoir une vie normale. Jusqu'à son entrée à l'école primaire, il était en effet un petit garçon plutôt jovial. Mais hélas, en première année, sa trop colérique enseignante lui donne une gifle particulièrement violente et pas du tout justifiée. Dès lors, la spirale infernale commence pour Masatomo, qui n'ose plus retourner à l'école. Tous les ans, malgré les efforts de ses parents mais aussi de nombreux professeurs et pédagogues, il n'arrivera jamais à suivre une scolarité ordinaire. Il préférera passer ses journées chez lui à copier les dessins de Dragon Ball. Et si au fil des pages, une vocation salvatrice était en train de naître. Alors ce manga est vachement bien, bah déjà parce que c'est un récit autobiographique, hein. C'est l'auteur lui-même qui raconte sa propre histoire. Et c'est une histoire tout à fait qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir en manga, en tout cas dans le genre de manga dont je parle d'habitude. Alors ça parle un peu de l'enfance et un peu de la phobie scolaire, je sais pas si le terme est adapté à ça, mais voilà, c'est ça. Alors ça parle d'un petit garçon qui arrive pas à trouver sa place, ni à l'école, ni vraiment dans sa famille en fait, qui est un peu paumé dans le monde, mais qui se trouve... qui trouve une passion, une vocation en regardant Dragon Ball. Parce que, je le dis assez souvent, mais Dragon Ball c'est la vie, et ça c'est beau. C'est un manga qui nous parle d'éducation, qui nous parle d'enfance, qui nous parle d'art, parce que, en fait, c'est vrai que, en fait, être un gamin c'est compliqué, en fait, on peut pas comprendre, nous, quand on est adulte, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gamins. Pourtant, on a été gosse, mais, bizarrement, les adultes autour de lui arrivent pas à comprendre, mais lui-même n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi il arrive pas à s'intégrer à l'école. Tout ce qu'il sait que le seul truc qu'ils font kiffer, c'est de regarder Dragon Ball et de faire des dessins. Bizarrement, c'est le seul truc qui... Voilà, il met pas de la mauvaise volonté, il essaye vraiment de s'intégrer et tout, mais il y arrive pas, il a des crises de... Non, c'est pas pour lui. Le seul truc qui lui plaît, c'est de dessiner et de lire Dragon Ball. Et c'est beau. Puis surtout, ça nous raconte une histoire qui nous montre qu'il n'y a pas besoin de suivre la voie établie pour trouver sa voie, justement. Parce que le mec, il est quasiment allé jamais à l'école de sa vie, il a galéré, il avait des angoisses, des phobies, les adultes, ils trouvaient qu'il était bizarre et tout, ses parents se plaignaient un peu de lui, parce que les pauvres, ils savaient pas comment le gérer, tu vois. Mais le gars, il a quand même réussi à creuser son petit trou. Parce que, bon, je te spoil pas la fin, mais enfin si, je te spoil, mais on s'en fout, c'est pas ça le plus important. C'est qu'à la fin, il réussit à devenir mangaka, tu vois. Bon, en même temps, c'est dans le titre, donc c'est un peu con ce que je dis. Mais ça montre qu'il y est arrivé quand même malgré tout. Ça veut dire que, dans la vie, il n'y a rien qui est écrit quelque part. Si tu trouves ta voie, et ben tu la suis et puis c'est tout. Et que même si tu rentres pas dans les cases établies par la société, et ben tu peux quand même faire ton trou et être heureux quelque part. Et ça, encore une fois, c'est beau, je le dis beaucoup, mais c'est beau. Et en plus, en bonus, il y a un petit caméo d'Akira Toriyama dedans. C'est tout à fait sympathique parce que c'est pas très souvent que t'as l'occasion de voir ce mec-là interagir avec qui que ce soit. Même si là, c'est en manga, mais bon, c'est un témoignage qui s'est vraiment passé. Et en plus, il y a une postface de 3-4 pages signée par Toriyama himself. Hein, donc il écrit sa rencontre avec le petit garçon, comment ça s'est passé, maintenant ils sont un peu amis, tout ça. Donc rien que pour ça, au-delà du message, du témoignage que le manga nous transmet, il y a moyen de voir du Toriyama dedans, et ça offre une réflexion assez intéressante sur qu'est-ce que ça peut apporter le manga, qu'est-ce que ça peut apporter l'art en général, dans l'éducation, par exemple. Et ça c'est bien, dans la vie. Et ça c'est cool, donc voilà. Quand j'ai été sans aller à l'école, je suis devenu mangaka, bah je te le recommande chaudement parce que c'est du bon. Ouais. Et on termine avec non pas un manga mais une BD comics, on sait pas trop ce que c'est, on va dire que c'est une BD, hein, de Kazu Kibushi qui s'appelle Amulette. Alors oui, te laisse pas avoir par le nom un peu japonisant, c'est une BD américaine si j'ai bien suivi le délire. Ouais. Et c'est édité chez Akileos. Oui, à la suite d'une tragédie familiale, Emily, Navin et leur mère emménagent dans une très vieille maison afin d'y commencer une nouvelle vie. Au cours de leur première nuit dans cette étrange maison, la maman d'Emily et de Navin est enlevée par une créature à tentacules. Livrés à eux-mêmes, les deux enfants vont devoir se débrouiller pour se sortir de cette situation et sauver leur mère. Bon, petit résumé un peu court, mais je te raconte un peu ce qui se passe. En fait, la Emily, eh ben, elle trouve une amulette magique qui lui parle et tout, et du coup, ils se retrouvent transportés dans un monde parallèle, un peu à la Narnia, un monde où il y a des animaux qui parlent, des maisons qui se transforment en robots géants et tout. Donc voilà, c'est dans un univers assez cool, assez féerique, assez fantaisiste. Et c'est une petite BD vraiment pas mal, je crois qu'il y a 8 tomes sortis actuellement. Mais voilà, ça se lit tout seul, c'est assez, comment dire, il y a des personnages bien travaillés, ça parle un peu des relations parents-enfants, la notion d'héritage, tout ça, de devenir adulte, et ça se passe aussi dans un monde de fantaisie avec de la magie, des géants, des elfes, des orques et tout ce que tu veux. Alors, c'est pas spécialement révolutionnaire ni spécialement original, ça ressemble un petit peu à n'importe quel roman jeunesse à succès, hein, du genre de Narnia, d'Harry Potter ou d'autres trucs du genre. Donc t'as tous les ingrédients en fait là-dedans, et je crois que ça va être adapté en film bientôt, si j'ai bien compris les bails. Je suis pas sûr du tout de cette information, mais il me semble que j'ai lu ça quelque part. Donc voilà, en plus les dessins sont vachement jolis.
Bah, sont un peu enfantins, un peu simplistes, mais il y a des belles couleurs, la mise en scène est stylée, le bestiaire est tout à fait sympathique. Donc voilà, c'est une bonne petite BD. Si t'aimes l'aventure, si t'aimes l'heroic fantasy, si t'aimes la magie, tout ça, ben Amulette, c'est du bon, voilà. En plus là, on a une héroïne qui est un peu entre deux âges, qui fait sa quête initiatique pour devenir une adulte et tout ça. Donc ouais, c'est bien, voilà. Ouais. Ah, c'est le genre d'histoire qui parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Voilà, ça prend pas les jeunes pour des cons et ça reste assez. Bon, on va pas dire que ça va être sombre, mais c'est assez sérieux quand même. Voilà, c'est pas trop branché humour, c'est vraiment assez sérieux, c'est assez épique, c'est assez bien foutu. Donc voilà, je te recommande ça parce que c'est du bon. Ouais. Et voilà, c'était la lecture du chef, je sais plus combien, j'ai arrêté de compter. Voilà, c'était la petite sélection du jour. Bah, si tu les as déjà lus, les trucs dont j'ai parlé, eh ben balance ton avis dessus en commentaire. Voilà, maintenant je me casse vers d'autres aventures. À bientôt!